Chaque jour, des millions de personnes font une chose absolument sidérante. Enfin, si on s'arrête 2 secondes pour y penser, bien sûr. Ouais, c'est clair. On s'enferme dans des boîtes en métal, on se lance à genre 100 km à l'heure sur du bitume, et on confie littéralement notre propre vie à de parfaits inconnus. Des inconnus qu'on recroise jamais, quoi. C'est vrai que dit comme ça paraît fou. Mais carrément, hein. Honnêtement, on ferait ça dans aucun autre domaine de l'existence. Je veux dire, on confierait pas toutes ses économies ou la garde de ses enfants à un passant croisé dans la rue. Non, évidemment. Pourtant, sur la route, c'est la norme. C'est vraiment le contrat social le plus fou et le plus fragile qu'on ait jamais inventé. C'est une excellente façon de poser le cadre, je trouve. Le paradoxe de la route, c'est vraiment cette confiance aveugle mélangée à un anonymat total. Ouais, totalement. Et c'est exactement le cœur de notre exploration aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle analyse en profondeur où on va décortiquer un texte extrêmement poignant. Il s'agit très spécifiquement du 2e chapitre du livre Argar C. Exainik. Un livre écrit par Seyed Abdul Hakim, c'est bien ça? Exactement. Et pour clarifier tout de suite pour quiconque écoute, notre mission pour cette session, ce n'est pas du tout de faire un rappel du code de la route. On laisse vraiment les panneaux de signalisation, les limitations de vitesse et les histoires d'assurance complètement de côté. Oui, on n'est pas là pour faire la leçon. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller creuser la psychologie humaine. C'est une plongée dans ce qui se passe émotionnellement quand on prend le volant. Absolument. Pour illustrer ça, imaginons un instant la ligne de caisse d'un supermarché. Tu vois, le tapis roulant. Ouais, je vois très bien. Quand on y dépose des courses, ce tapis, il se moque éperdument de savoir s'il transporte une douzaine d'œufs hyper fragiles ou juste une brique de lait incassable. Il fait juste son job, quoi. Voilà, le tapis n'a pas de conscience, pas d'empathie. Sa seule fonction physique, c'est d'avancer. Eh bien, la thèse centrale de ce chapitre 2 repose sur une idée similaire. La route sur laquelle on conduit, c'est ce tapis roulant. Elle est complètement aveugle aux vies, aux foyers et aux attentes immenses qui se trouvent à l'intérieur de chaque véhicule. C'est une super métaphore. Et le livre donne un nom très puissant à ces attentes. Il appelle ça « The Invisible Baggage », le bagage invisible. The Invisible Baggage. J'aime beaucoup ce terme. Oui, et ce concept part d'une scène très universelle, tu sais. Chaque matin, des portes d'entrée se referment. Quelqu'un part travailler, va à l'école ou juste faire des courses. La routine de base, quoi. Exactement. Mais à cet instant précis, où la porte claque, l'auteur explique qu'un quiet calculation, un calcul silencieux, s'enclenche à l'intérieur de la maison. Ok, let's unpack this. Parce que cette idée de calcul silencieux, je la trouve fascinante. Ce n'est pas juste un simple « à ce soir » lancé à la volée, c'est tout un mécanisme d'anticipation, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Le calcul silencieux, c'est cette certitude muette que la personne reviendra. Ça se manifeste par des petits gestes très concrets et universels dans le foyer. Genre quoi, par exemple? C'est un repas qu'on garde au chaud sur le feu. C'est un regard qui se tourne vers la fenêtre quand l'heure habituelle du retour approche. C'est vérifier instinctivement si le téléphone a sonné. Ah ouais, c'est hyper touchant. L'auteur souligne vraiment que personne ne monte jamais seul sur un 2 roues ou dans une voiture. Même quand il n'y a qu'un seul corps physique dans l'habitacle, ce corps transporte le poids de toute l'attente de son foyer. C'est une image magnifique. Mais en tant qu'avocate du diable, je dirais que ça pose un vrai problème de perception. Parce que quand on est dans la circulation, on ne voit pas du tout ce bagage. On voit juste une Toyota grise ou un scooter rouge, quoi. Et c'est là qu'intervient la tragédie de l'invisibilité. Le livre donne des exemples très spécifiques pour ancrer cette réalité. Prenons l'exemple d'un chauffeur de rickshaw. D'accord? Quand il s'insère dans un trafic chaotique à 6 heures du matin, son esprit n'est pas juste concentré sur l'embrayage ou les freins. Il porte l'angoisse d'un enfant malade à la maison pour lequel il faut acheter des médicaments, ou le stress d'un loyer en retard. Bien sûr. Son véhicule est littéralement l'outil de survie de sa famille. Chaque kilomètre compte pour lui. Et à l'inverse, on peut croiser quelqu'un avec un bagage complètement différent, mais tout aussi lourd en termes d'enjeux émotionnels. Tout à fait. L'auteur décrit aussi une jeune femme à vélo, pédalant vers l'université. Physiquement, elle prend très peu de place sur la route. C'est juste un vélo, oui. Voilà. Mais invisiblement, elle est peut-être la toute première personne de sa lignée à avoir accès à l'enseignement supérieur. Elle transporte les sacrifices financiers de ses parents, les prières de sa mère qui l'a regardée partir. Elle porte vraiment le futur d'une famille entière sur ses épaules. Waouh, c'est lourd. Mais le problème fondamental, la déconnexion dont tu parlais, c'est que le camionneur fatigué qui la dépasse en rasant son guidon ne voit absolument rien de tout cela. C'est terrifiant quand on y réfléchit. C'est un peu l'analogie qui me vient. C'est comme si on jouait à un jeu vidéo multijoueur. Oh, intéressant, vas-y.
C'est comme un jeu où nos propres vies sont entre les mains de joueurs aléatoires, sauf que leurs écrans sont éteints. On partage un espace à très grande vitesse, sans aucun vrai contrat social explicite. On ne voit pas l'humain. C'est une excellente comparaison. Et psychologiquement, ça s'explique. On pourrait appeler ça le syndrome du pare-brise. Une fois enfermé dans un habitacle insonorisé, l'esprit humain a tendance à déshumaniser son environnement. C'est un mécanisme de défense, tu crois? En partie, oui. Le cerveau ne peut tout simplement pas traiter la complexité émotionnelle de milliers de personnes croisées à haute vitesse. Pour ne pas surcharger, il simplifie. Cette voiture devient un obstacle lent, ce scooter devient une nuisance. Le pare-brise agit vraiment comme un filtre, quoi. On ne voit plus l'étudiante avec ses espoirs, on voit juste un vélo qui nous empêche de tourner à droite. Exactement. Le pare-brise filtre l'empathie. Ce qui amène un fil conducteur hyper important. Si cette invisibilité mutuelle est le problème de base, si on oublie constamment que les autres sont, le centre de l'univers de quelqu'un d'autre, comment ça se manifeste dans le monde réel? Eh bien, ça nous pousse à prendre des risques qui semblent mineurs sur le coup, parce qu'on a oublié la valeur de ce qu'on transporte. Here's where it gets really interesting. Parce que l'auteur introduit un concept majeur pour expliquer ça, non? Oui, il appelle cela le value gap, le fossé des valeurs. C'est l'observation d'un contraste vraiment déchirant entre l'effort monumental que demande la création et le maintien d'une vie, et la facilité absurde avec laquelle on peut la perdre par pure négligence. Ce value gap, ce n'est pas juste une question de mauvaise route ou d'infrastructure, c'est vraiment une dissonance cognitive. Complètement. D'ailleurs, l'auteur raconte une histoire très spécifique pour illustrer ce fossé, une histoire qui l'a profondément hanté. Qu'est-ce qui s'est passé, Hélène? C'est le cas d'une mère célibataire. Toute sa vie, elle a travaillé dur comme employée de maison pour d'autres familles. Et chaque centime gagné, chaque minute de sommeil sacrifiée, tout a été pour construire l'avenir de son fils unique. Un dévouement total, quoi. Absolu. Son existence entière était dédiée à le protéger et à l'élever. Puis, un après-midi, ce fils devenu jeune adulte emprunte la moto d'un ami. Le genre de tout petit trajet qu'on a tous fait, je suppose. Exactement ça. C'est censé être une course très rapide, sur une route familière, juste à quelques rues de chez lui. Seulement, le casque n'est pas sur la moto. Oh non. Et là, il prend une décision qui dure littéralement 1 seconde. Il choisit d'y aller sans casque. Et il ne rentre pas. Il ne rentrera jamais. Et l'auteur rapporte la réaction de cette mère. C'est une phrase qui glace le sang, parce qu'elle ne crie pas au complot, elle n'est pas dans la colère contre le destin. Elle dit quoi? Elle demande simplement « What do I do now? Who do I cook for now? » Que dois-je faire maintenant? Pour qui vais-je cuisiner? Oh mon Dieu, c'est dévastateur. Toute la structure de son monde, ce fameux Kayet Calculation dont on parlait au début, qui s'évapore instantanément. C'est ça le value gap. D'un côté de la balance, on a 9 mois de grossesse, des années d'éducation, de travail acharné, de soins, de repas préparés, d'amour inconditionnel. Et de l'autre côté? L'absence de 2 secondes pour mettre un casque. Exactement. Le décalage entre la valeur de la vie et le manque d'effort pour la préserver est complètement vertigineux. Tu sais, l'analogie qui me vient en tête, c'est comme passer 20 ans à construire un château de cartes magnifique et hyper complexe, et finalement laisser la fenêtre grande ouverte en pleine tempête, juste parce qu'on se dit « Oh, c'est juste un petit courant d'air, ça ira ». C'est une comparaison très juste. Et il y a un détail crucial que l'auteur rappelle ici. Cette tragédie n'a aucune hiérarchie. C'est-à-dire? Le livre mentionne le père d'un célèbre joueur de cricket international, une légende absolue avec une fortune immense, qui a également perdu son fils aîné dans un accident. Ah oui, l'argent ne protège pas de la physique. Non. La célébrité ou l'argent n'offrent aucune armure sur la route. Au moment de l'impact, le pare-choc d'un camion ne reconnaît pas les diplômes ou le compte en banque. La route ne rend compte que le corps physique. Ce qui est terrifiant, mais en même temps, si les enjeux sont si élevés, si la route est un juge aussi impartial, pourquoi les adultes continuent-ils à prendre ces petits risques? C'est la grande question. So, what does this all mean? Si on sait tout ça, où est la réponse? Et c'est là que le chapitre 2 nous dit de regarder derrière nous, sur la banquette arrière. C'est ça? Oui, vers les enfants. Ces fameux passagers silencieux. C'est l'un des mécanismes les plus fascinants de la psychologie comportementale abordée dans ce texte. Comment ça fonctionne exactement? Souvent, un adulte pense simplement faire un trajet utilitaire pour, déposer les enfants à l'école. Mais en réalité, l'habitacle de la voiture est une salle de classe. Et l'adulte est en train de donner une masterclass silencieuse de son rapport au monde. C'est le principe du mimétisme. Les enfants font ce qu'on fait, pas ce qu'on dit, n'est-ce pas? C'est même plus profond que ça. L'auteur utilise une expression brillante. Il parle de « the shape of normal ».
la forme de la normalité. The shape of normal. D'accord. Quand un adulte décide de ne pas mettre sa ceinture pour un petit trajet ou de regarder son téléphone en conduisant, un enfant de 6 ans n'a pas les connaissances juridiques pour se dire que c'est une violation des règles. Non, c'est sûr, l'enfant n'est pas un flic de la route. Ce que l'enfant fait, c'est enregistrer cette action comme la norme. Il absorbe l'information brute sur la façon dont un humain adulte est censé bouger dans le monde. La négligence devient the shape of normal. C'est dingue. C'est littéralement comme une mise à jour logicielle. Comment ça? Un software update qui se télécharge en arrière-plan sur un téléphone. Tu sais, on ne voit pas les lignes de code s'installer. L'enfant, sur la banquette arrière, télécharge tranquillement toutes nos mauvaises habitudes sans qu'on s'en rende compte. On est en train d'écrire le code de conduite de la prochaine génération avant même que leurs pieds ne touchent les pédales. C'est une très belle façon de le formuler. Et c'est un code très difficile à déprogrammer plus tard. Alors, y a-t-il un remède à ça? Heureusement, oui. Le chapitre 2 propose une solution émotionnelle, un antidote à cette transmission intergénérationnelle de l'insécurité. Et ça passe par la voix de l'enfant. L'enfant qui devient le professeur en quelque sorte? Exactement. Le livre souligne l'impact foudroyant d'un enfant qui dit cette simple phrase avant le départ. Il dit « Papa, wear your helmet and fasten your seatbelt when you drive. We will be waiting for you. » Papa, mets ton casque et attache ta ceinture. Nous t'attendons. Ouf, c'est puissant. C'est un game changer émotionnel. Pourquoi cette simple phrase a-t-elle plus de poids que n'importe quelle police ou n'importe quelle loi de l'État? Parce qu'on ne peut pas négocier avec ça. Voilà. Parce qu'elle provient d'une relation où la sécurité n'est pas une simple règle bureaucratique à contourner, mais une vraie preuve d'amour. La voix de l'enfant réhumanise complètement la conduite. Ça brise le syndrome du pare-brise dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Quand l'enfant prononce cette phrase, le fameux Quiet calculation, l'attente du foyer cesse d'être invisible. L'adulte prend soudainement conscience du value gap. Gagner 2 minutes sur le trajet n'a plus aucune importance face à la promesse de rentrer vivant. C'est incroyablement touchant, mais ça nous fait réaliser tellement de choses sur nos propres comportements au quotidien. C'est le but de ce chapitre, oui. Si on résume un peu cette exploration, pour quiconque écoute, on a navigué à travers des concepts vraiment forts du chapitre 2. On a commencé avec ce bagage invisible, cette idée que chaque conducteur porte en lui les attentes de son foyer. Ensuite, on a abordé le fossé des valeurs, ce fameux value gap, le contraste terrifiant entre les années de sacrifice maternel pour donner la vie et les 2 petites secondes fatales de négligence. Et enfin, cette transmission silencieuse, The Shape of Normal, où nos enfants téléchargent nos pires habitudes, mais détiennent aussi la clé pour nous réveiller avec quelques mots d'amour. Pour culturer, il y a un dernier rappel du texte qui me semble essentiel. La route ne se souvient de rien d'autre que de la vitesse et du poids du véhicule. Elle n'a pas de mémoire. Elle est indifférente. Exactement. Mais c'est la maison, c'est le foyer qui se souvient du retour de la personne. C'est une pensée tellement puissante, ça remet vraiment les priorités à leur place. Alors pour finir cette analyse, j'aimerais lancer une pensée un peu provocatrice, vraiment quelque chose à méditer pour quiconque écoute. Vas-y, je t'écoute. On dit souvent que la façon dont on se comporte quand personne ne nous regarde révèle notre vraie nature. Si notre façon de conduire, seule dans l'habitacle, quand toutes les performances sociales disparaissent, est le reflet de nos véritables habitudes, qu'est-ce que ce comportement au volant dit réellement sur la valeur que nous accordons à l'amour de ceux qui nous attendent chaque soir? C'est une sacrée question. Est-ce que le simple fait de gagner 2 pauvres minutes sur un trajet vaut vraiment le risque de laisser un repas chaud se refroidir pour l'éternité? C'est le bagage qu'on vous laisse pour votre prochain trajet.